Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Astăzi avem în studioul RFI România doi invitați și o idee. Ideea este French Tech, valorează vreo 5 miliarde de euro și este susținută de Ministerul francez al Finanțelor. Are 48 de filiale în străinătate și 30 de antene locale în Franța. French Tech este de fapt o rețea care conectează startup-urile din toate aceste țări pentru o mai bună diseminare a tehnologiilor viitorului. Și acum am să vă dau o veste bună. Avem și o filială românească a French Tech. Este înființată recent și este condusă de Grégoire Vigroux, cofondator și vicepreședinte Europa de la TELUS Internațional. L-ați mai auzit la RFI și o să-l mai auziți. Este pasionat de noile tehnologii și de revoluția blockchain. Alături de el se află Adriana Record, directoare executivă a Camerei de Comerț și de Industrie franceză în România și vicepreședintă a French Tech. Și pe ea ați mai auzit-o la RFI. Camera de Comerț și de Industrie franceză în România susține proiectul French Tech, iar eu, pentru că îi cunosc pe amândoi personal, mă bucur să știu că ei se află la manetele acestui proiect. Vom face această emisiune în limba franceză. Adriana Record, Grégoire Vigroux, soyez les bienvenue dans le studio RFI Roumanie. Vous êtes là pour parler de l'antenne roumaine du projet French Tech. Avant de parler du côté roumain de cette histoire, j'aimerais bien faire découvrir à nos auditeurs ce que c'est que la French Tech. Adriana, je te demande la permission de commencer avec Grégoire. Alors Grégoire, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la French Tech, c'est quoi ce projet? Alors déjà, il s'agit d'une initiative française du gouvernement français, pas de celui d'Emmanuel Macron, mais de celui de François Hollande. Ah oui, donc ça date... Ça date déjà d'il y a quelques années. Et bien que ce soit une initiative du gouvernement donc socialiste de François Hollande il y a pas mal d'années, lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en France, il s'est saisi du sujet de la French Tech et il a vraiment essayé de doper cette initiative de la French Tech qui consiste à rassembler tous les acteurs de l'écosystème. Emmanuel Macron, c'est qui? Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui a 40 ans, c'est quelqu'un qui connaît le monde de l'entreprise et qui aime les startups, qui aime la technologie et qui comprend que c'est un rôle stratégique de la France de se positionner sur cette question-là. Voilà, d'où le fait qu'il a vraiment pris les choses en main avec la French Tech et qu'il a poussé pour le développement de French Tech non seulement sur le territoire national français, mais également à l'international, dans les 38 pays dont tu parlais tout à l'heure, y compris la Roumanie. Et concrètement, ça fait quoi la French Tech? C'est une façon connectée en fait, tous ces startups, tous ces gens qui entreprennent dans ces industries de nouvelles technologies. Concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça fait, la French Tech? Le modèle est très intéressant parce que les French Tech de par le monde dépendent toutes du ministère des Finances en France, mais chaque French Tech a une marge de manœuvre, a une liberté en local qui est très forte. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles pour les French Tech dans le monde. Je vais parler spécifiquement de la French Tech en Roumanie. La première chose qui est la plus visible, c'est ce qu'on appelle les French Tech Meetup. Donc, régulièrement, on organise des événements, dont un qui avait lieu tout récemment à l'ambassade de France. On a reçu 130 personnes qui sont les principaux acteurs de l'écosystème tech de Roumanie, les entrepreneurs, les business angels, les VC, tous les gens qui représentent les espaces de coworking, tous les gens qui représentent les organisateurs d'événements tech en Roumanie. Donc, rassembler tous ces gens-là, les mettre dans une salle pour qu'on puisse faire un événement de networking. Ça, c'est la partie la plus visible. Ensuite, il y a un accompagnement des entrepreneurs français qui souhaitent s'implanter en Roumanie, un accompagnement des entrepreneurs roumains de la tech qui souhaitent se développer en France. On est là pour les accompagner, on est là pour les conseiller, on est là pour les mettre en relation. Et enfin, il y a un dernier volet qui est aussi un volet qui est très important. On est en train de lever des fonds, on est en train de lever de l'argent. On va créer une entité qui s'appelle le French Tech Investors Club,
qui va être utilisé pour financer des startups roumaines à fort potentiel. Pas mal. Adriana, vous êtes directrice exécutive de la Chambre de commerce et d'industrie française en Roumanie. Vous connaissez bien l'environnement des investissements français en Roumanie. La French Tech, ça représente quoi pour vous et pour la Roumanie? Alors, pourquoi la CCIFR est impliquée dans ce projet? Pourquoi on soutient la French Tech? Pour deux raisons principales. Tout d'abord, parce que la France, c'est autre chose que la gastronomie et la musique. La France, ça représente aussi l'innovation et les startups. Et donc, aujourd'hui, depuis quelques années en France, on témoigne d'une véritable mouvance autour de l'innovation pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que la France, elle est génératrice de beaucoup de talents. Les grandes écoles, les ingénieurs, c'est une réalité. Ça fait partie des atouts de la France. Après, parce que la France propose un écosystème de développement de l'innovation et des startups autour des coworking space et des incubateurs. En France se trouve le plus grand incubateur mondial, la Station F, qui a plus de 1000 startups incubées. Troisièmement, parce qu'on y trouve de l'argent, des fonds d'investissement, des business angels et tout ça. Et pas en dernier lieu, parce qu'il y a un cadre réglementaire en fait, qui facilite la recherche et l'innovation. Il y a des déductions fiscales, des stimulants en fait, qui encouragent les entreprises à s'investir. Donc tout ça, tout cet écosystème de l'innovation valorise en fait, la France comme génératrice d'innovation pour l'avenir. Et c'est une image que nous, en tant que Chambre de commerce française en Roumanie, on souhaite projeter également en Roumanie, faire connaître ce potentiel en fait aux Roumains et valoriser en fait l'attractivité de la France par rapport aux projets roumains. Un de nos points de synergie avec la French Tech, c'est justement comment stimuler le développement de l'innovation en Roumanie en faisant des partenariats avec la France pour apporter du savoir-faire, pour apporter du capital et pour faire grandir en fait toute cette dynamique locale qui est de plus en plus forte. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Et je pense que l'appétit du risque, la culture du risque augmente parce que cet effet UiPath déclenche des vocations, des jeunes Roumains qui se disent si Daniel Dinesh a réussi à monter une boîte qui aujourd'hui est valorisée 8 milliards ou 9 milliards de dollars, pourquoi pas moi ? C'est un petit peu le même phénomène qu'on retrouve avec Simona Alep. J'ai beaucoup d'amis roumains qui ont mis leurs enfants au tennis parce que voilà, si Simona Alep est une Roumaine, ça augmente la fierté nationale. Elle a réussi dans le tennis, donc ça déclenche des vocations pour inciter les parents à ce que leurs enfants fassent du tennis. C'est assez drôle, mais il y a une forme un petit peu identique dans le monde de l'entrepreneuriat, des jeunes qui se lancent sur les traces, sur les pas, sur le modèle de UiPath. Ça, c'est, je vais dire, pour le contexte. Ensuite, je rencontre de plus en plus d'entrepreneurs roumains qui ont appris à pitcher, qui commencent à mieux se débrouiller face à des investisseurs. Il y a encore beaucoup de travail à faire parce que je pense que la Roumanie forme de très bons ingénieurs, forme de très bons informaticiens, mais il y a encore un petit déficit, il y a encore des carences quand il s'agit des présentations commerciales, quand il s'agit de parler à un client, à un investisseur, à un partenaire. Et ça, j'allais dire, c'est à la fois culturel et c'est également lié au fait qu'il y a finalement peu de formations de type école de commerce ou de MBA. Aujourd'hui, 80% des entrepreneurs roumains de la tech sont des gens qui ont un profil informatique ou d'ingénierie. Et seulement 20% d'entre eux ont plutôt un profil commercial. Il est assez intéressant de noter qu'en France, c'est le contraire. En France, 80% des entrepreneurs de la tech sortent des écoles de commerce. Donc, ils savent parler à un investisseur, ils savent pitcher. Donc voilà, donc je pense que lorsque la Roumanie aura réussi à combler ce petit déficit, lorsque les entrepreneurs roumains sauront mieux pitcher, on aura fait un pas supplémentaire. J'ai entendu cette idée-là que tu viens d'évoquer de la bouche de plusieurs personnages venus de pays très différents. C'est vrai qu'en Roumanie, c'est comme si on avait un trésor, mais on ne sait pas vraiment l'exploiter. Il y a un déficit, c'est clair, au niveau du marketing, au niveau de comment se vendre, comment vendre ton produit.
Et Adriana, je voulais savoir au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie française en Roumanie, comment vous abordez cette question-là, parce que c'est quelque chose qui fait mal en Roumanie. C'est quelque chose qui nous tient très à cœur parce que on considère en fait que les projets d'aujourd'hui, les startups d'aujourd'hui, c'est l'économie de demain. Donc au niveau de la Chambre, on a décidé d'investir des ressources afin de faire partie, d'être une partie prenante de cet écosystème. Et je parle bien d'écosystème parce que on considère que la principale défaillance en Roumanie, c'est un manque d'écosystème en fait. On trouve des startups, on trouve des grandes entreprises qui ont des projets d'innovation, on commence à trouver des incubateurs et des coworking space, on a de l'argent, on a tous les ingrédients en fait d'une bonne recette, mais il n'y a pas de mise en cohérence. C'est encore je dirais, une situation d'opportunité et ce n'est pas une situation de croissance organique. Donc, par exemple, le 13 novembre dernier, en partenariat avec la French Tech, nous avons organisé toute une journée dédiée aux startups qui s'appelle le Bridge. Le Bridge, en fait, c'est un concept international qui est développé dans plusieurs chambres à l'étranger et qui a comme objectif, en fait, de réfléchir ensemble à comment mieux faire travailler les startups avec les entreprises et comment stimuler, en fait, ce qu'on appelle l'innovation ouverte. Et si je devais retirer 3 conclusions en fait de cette journée qui était extrêmement riche avec beaucoup de participants et beaucoup d'interventions extrêmement pertinentes, il y en aurait 3 idées principales. Tout d'abord, les différentes parties ont besoin de construire un vrai partenariat. Et on ne parle pas uniquement d'un partenariat entre les startups et les entreprises, comme ça pourrait être le plus à même d'y penser, mais aussi un partenariat entre les universités et les entreprises, les universités et les startups. Les projets, en fait, doivent être suscités et doivent être encouragés de l'idée. Les étudiants les plus jeunes, même plus tôt, en fait, dans le parcours d'enseignement, les jeunes devraient être encouragés à penser innovation, entrepreneuriat, courage de se lancer. Et ce partenariat est essentiel parce que c'est quelque chose de structurant. Deuxième conclusion de cette journée, c'était que il y a un manque de maturité de tous les côtés. C'est-à-dire que les startups en Roumanie sont jeunes, elles manquent d'expertise, elles ne manquent pas d'idées, mais qu'en même temps, les autres partenaires sont aussi, ont besoin aussi de croître leur maturité. Et que ça va être... la Roumanie va découpler quand il y aura un réel investissement d'un côté privé et de l'autre côté public, en fait, pour soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation. Et troisième conclusion, c'était effectivement, il faut investir dans la formation. Tout revient, en fait, à la capacité d'acquérir de nouvelles connaissances, à se vendre, à vendre, mais également des connaissances beaucoup plus pratiques. Qu'est-ce que c'est la propriété intellectuelle? Comment je protège? Est-ce que je dois protéger mon innovation ou est-ce que je dois la laisser ouverte? Comment je construis un partenariat? Comment j'écris un contrat? Comment je travaille avec un financeur, un VC, un business angel, et ainsi de suite. Donc on pense en fait, et c'est notre contribution à cette démarche, que plus on stimule les contextes de rencontre entre les différents partenaires, plus en fait on fait augmenter le niveau d'information et de connaissances par rapport à cette économie qui est nouvelle pour la Roumanie. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Grégoire, j'aimerais aborder un peu la question des startups. On parle startup, on dit startup, on a l'impression que tout le monde sait de quoi on parle. Peut-être qu'il y a des gens ou peut-être juste on a estampillé quelque chose startup et on ne sait peut-être pas vraiment de quoi on parle, quoi. La startup, c'est quoi? Et je veux qu'on parle de ça dans le contexte de la culture roumaine, une culture où l'erreur est souvent sanctionnée. C'est-à-dire qu'en Roumanie, on a cette mentalité, si tu as fait une erreur, tu dois être puni. Depuis l'école, on est habitué à ce style de vie et de pensée, quoi. Et je pense que pour une startup, pour des gens qui commencent un business, qui veulent innover, parfois l'innovation, ça passe par des idées farfelues au départ. Je veux dire, tu peux partir sur des idées qui sont complètement
à côté de la plaque, mais qui peuvent déboucher sur des projets très intéressants. Comment concilier ce besoin de faire des erreurs pour mettre en place un vrai business et le fait de se sentir tout le temps puni parce que j'ai fait une erreur? Parce qu'on vit dans cette culture-là en Roumanie. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Premier point, effectivement, cette aversion de l'erreur, de la faute, de l'échec qu'on trouve bien ancrée dans la culture roumaine. On la trouve également bien ancrée dans une moindre proportion dans la culture française. En revanche, comme tu le sais très bien, effectivement, aux États-Unis, l'échec est valorisé. Quelqu'un qui a planté une start-up, qui a planté 2 start-up, peut présenter ça de manière positive lorsqu'il présente son 3e ou 4e projet en disant bah voilà, je me suis planté, mais je sais pourquoi je me suis planté. Je me suis planté parce que A, parce que B, parce que C, et les fautes, les erreurs que j'ai commises, du coup, je ne vais pas les reproduire. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un changement de mentalité qui est nécessaire. J'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis les startups, voilà, il y a souvent des idées farfelues et souvent, c'est les idées farfelues qui sont les idées de génie. Moi, je prends souvent l'exemple des trottinettes électriques. C'est un sujet que j'adore. Je paierais extrêmement cher pour pouvoir me retrouver dans la salle du premier brainstorming des gars qui, dans un bureau de Palo Alto, se sont dit « Bon, allez, on va inventer un business absolument extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour complètement faire la disruption du transport dans les villes? Allez, on va penser Smart City. » Alors, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas des trottinettes en libre service, des trottinettes électriques? Donc des gars autour de la table se sont dit « Non mais t'es fou, il n'y a pas de cadre légal, d'où tu veux commencer à mettre… » On s'en fout du cadre légal. On va installer des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de trottinettes dans les grandes villes du monde et on verra après pour le cadre légal, il n'y a aucun problème. Un autre gars à table qui a dit « Ok, mais comment tu fais pour les recharger ? C'est pas grave, on va externaliser ça. T'as des mecs qui vont venir avec des camionnettes et qui vont commencer à brancher les trottinettes et voilà, ils vont les garder 24 heures, ils vont les remettre dans la rue. » Et ouais, ok, d'accord. Et comment tu veux faire ça? Bon, on va faire tout ça, on va faire une app, machin truc. Oui, mais on va perdre d'argent, on va cramer des milliards. Mais on va cramer des milliards. Et il y a une chance sur 10 que ça marche. Et les mecs, ils ont dit, ok, on lance le projet. Les gars, ils ont lancé le projet. Bon, il y a des dizaines de boîtes, rien qu'en Europe, qui se sont lancées dans ce business des trottinettes électriques. Il y en a quelques-unes qui vont survivre. Lime, aujourd'hui, a 1000 trottinettes électriques à Bucarest. C'est absolument extraordinaire. Oui, ça révolutionne le transport. Dit, non, mais qui aurait parié sur un transport? Et donc, c'est pour réutiliser le terme que tu as choisi, qui était bien choisi, qui est le terme de farfelu. Parfois, c'est les idées les plus farfelues qui fonctionnent. Mais de toute façon, dis-toi que dans ces boîtes en Californie, les gars, quand ils lancent une idée de trottinette électrique, derrière, ils vont lancer 9 ou 10 autres idées sur des business tout autant farfelus. Et il suffit qu'il y en ait une ou deux sur les 10 qui fonctionnent. Et c'est les jackpots. Donc, je veux dire, la culture du risque, non seulement elle est acceptée, elle est admise, mais elle fait partie intégrante des projets parce que quand tu montes 10 boîtes avec des concepts farfelus, il y en a une sur 10 qui va fonctionner ou 2 sur 10 qui vont fonctionner, mais quand elles vont fonctionner, elles peuvent vraiment cartonner, se retrouver en hypercroissance et tu peux complètement révolutionner un secteur. Voilà. Donc voilà, c'était pour aller abonder dans ton sens. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Je crois, j'en suis persuadé, que la Roumanie peut rattraper très vite l'écart entre son économie et l'économie des pays occidentaux grâce aux nouvelles technologies. Il y a des pays qui l'ont fait, par exemple l'Estonie, pour parler de notre zone ex-communiste, mais il y en a d'autres qui ont montré cet exemple-là. Et mon rêve, c'est de voir un jour ces thèmes dont on parle, nous, des nouvelles technologies, dans le débat politique. J'aimerais bien que ce soit des thèmes de débat électoral. J'aimerais bien que les hommes politiques en parlent pour raconter aux Roumains ce qu'on peut faire de la Roumanie grâce à ces technologies. Et là, je vous pose la question à vous deux. Vu que vous êtes, dans un environnement où vous avez une idée très claire de ce qui se passe sur cette Roumanie du futur, Roumanie moderne qui se modernise, les nouvelles technologies, pour vous, ça peut faire quoi dans un pays comme la Roumanie?
Je voudrais un peu nuancer en fait ton propos. La Roumanie a énormément de talent dans les nouvelles technologies. C'est un générateur enfin, de beaucoup de contenu dans la tech. Et ça, c'est connu et reconnu en fait, vu le nombre d'entreprises entreprises internationales qui sont installées en Roumanie sur la technologie. Là, c'est un secteur qui a touché presque 6% du PIB avec un potentiel qui est beaucoup plus grand. Donc, c'est une réalité, la technologie en Roumanie. Maintenant, pour avoir un futur dans la technologie, il faut investir dans l'innovation. Ce n'est pas suffisant de produire de la tech, en fait. Il faut produire de la tech avec de la valeur ajoutée pour les entreprises en Roumanie, pour la Roumanie en tant que telle, et qu'on augmente l'attractivité du pays pour les entreprises qui souhaitent en fait développer l'excellence dans le pays. C'est le pari de la France, en fait, dont je parlais au début. Pourquoi aujourd'hui il y a Facebook qui s'installe en France, Google qui s'installe en France, SAP qui s'installe en France? Parce qu'il y a tout cet écosystème et toutes ces facilités qui font qu'en fait la recherche et le développement leur sont favorables et leur ouvrent les portes d'une Europe en fait qui est un potentiel énorme de marché. Donc je pense que le pari en fait qu'on devrait faire sur la Roumanie, c'est comment augmenter la capacité de l'écosystème à produire et à développer l'innovation localement. Il y a beaucoup d'entreprises en fait qui ont pris cette opportunité parce que, pour citer les entreprises françaises que je connais assez bien, il y en a certaines grandes entreprises qui ont déjà installé des centres d'excellence localement. Et ça, c'est des bons exemples de générateurs en fait de valeur ajoutée, que ça soit dans plein de métiers, on connaît bien l'automobile, on connaît le télécom, mais il y a d'autres secteurs aussi où les entreprises développent des centres d'excellence qui, d'un côté, permettent aux talents roumains de rester en Roumanie et en même temps les forment et les encouragent à eux-mêmes de devenir en fait des générateurs de start-up, d'innovation, des projets et de consolider l'écosystème. Absolument, et je pense que de toute façon, il faut pas raisonner en termes local, il faut raisonner en des termes internationaux, de concurrence internationale. Et peut-être un petit mot sur la French Tech. La French Tech s'inscrit dans un contexte qui est le suivant, qui est le contexte du Brexit. Donc Emmanuel Macron a très bien compris qu'un certain nombre d'entreprises de la tech, mais pas seulement, mais on parle de la French Tech, donc je mentionnais celle de la tech, vont probablement, pour celles qui ne l'ont pas déjà fait, quitter l'Angleterre. Je parle de grandes entreprises européennes, je parle de grandes entreprises nord-américaines, pour déplacer leurs bureaux de Londres à Paris ou de Londres à Francfort ou Berlin. Voilà. Donc le Brexit entraîne une perte de vitesse sur la scène techno en Europe. La France produit davantage de start-up prometteuses quand on regarde un petit peu les chiffres et les montants levés que l'Allemagne. Donc Macron a très très bien compris ça. Alors maintenant, comment est-ce que la Roumanie peut se positionner dans la zone d'Europe centrale, Europe de l'Est, on va dire Europe du Sud-Est, pour tirer son épingle du jeu? Il se trouve qu'hier, il y avait le sommet de l'ABSL. L'ABSL, c'est l'association des Business Service Leaders, donc toutes les sociétés de l'outsourcing et toutes les sociétés internationales qui ont des shared service centers en Roumanie. Et il y en a un paquet, on les connaît toutes. HP est présent en Roumanie, Oracle est présent en Roumanie. Tous ces grands géants de la tech sont en Roumanie. Oracle aujourd'hui emploie 4200 collaborateurs en Roumanie. Et les chiffres qui ont été présentés hier lors de l'ABSL, c'est 130 000 personnes qui travaillent dans l'outsourcing et les shared service centers en Roumanie, la plupart dans des grandes entreprises qui sont des entreprises technologiques. Et la croissance en effectif de ce secteur d'activité, c'est 10% l'année prochaine. Ok, donc on a 130 000 personnes, 10% d'augmentation d'effectifs l'année prochaine, une part du PIB roumain qui augmente d'année en année. Alors comment est-ce que la Roumanie peut faire plus? Eh bien, peut-être faire en sorte que le coût, les taxes qui sont les taxes imposées aux employeurs sur les salaires soient un petit peu plus attractives, parce que lorsqu'on compare la Roumanie à d'autres pays de la région, notamment la Bulgarie, la Roumanie a tendance à être un petit peu à la traîne. Donc on assiste à de plus en plus d'entreprises internationales qui vont plutôt choisir de délocaliser leur shared service center ou d'outsourcer en Bulgarie qu'en Roumanie. Donc en Bulgarie, il y a à peu près 40 000 personnes qui travaillent dans ce secteur d'activité, mais le rythme de croissance, il est de 20% par an, il n'est pas de 10% par an.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. J'ai une dernière question sur les robots. Mettons que vous avez un robot qui pourrait tout faire à votre place et vous aurez tout le temps du monde pour vous. Vous feriez quoi? Qu'est-ce qu'on ferait avec un robot? Les robots, c'est très intéressant. Elle essaie de s'en sortir là. Non, pas du tout, parce qu'on a La question n'est pas facile. On a eu un débat justement sur ce thème il y a quelques semaines, lorsqu'on a eu la cérémonie de clôture de notre formation exécutive. Il y a Varga Moayed de UiPath qui a abordé le sujet. Ah oui, il est passé dans notre émission. Est-ce que l'intelligence artificielle, les robots, menacent en fait les jobs du futur des humains? Et c'est un faux dilemme en fait, parce que la thèse de Varga était de dire à chaque révolution technologique en fait on a généré davantage de jobs qu'on en a retiré. Et donc effectivement, si on regarde dans le passé, il y a plein de jobs qui ont disparu, mais ça ne veut pas dire que tout le monde aujourd'hui est au chômage. Tout au contraire, on a créé de nouveaux emplois qui sont plus en phase avec les attentes, les aspirations de la nouvelle société. Donc oui, qu'est-ce qu'on ferait avec un robot? On serait plus créatif et on inventerait des nouvelles choses en fait en utilisant cette intelligence qui viendrait compléter celle des ressources humaines. Grégoire. Oui, alors il y a toujours une partie de la population qui, effectivement, lorsqu'il y a l'avènement d'une nouvelle technologie importante, il y a toujours une partie de la population à qui ça fait peur. Beaucoup de gens ont en tête les films de science-fiction hollywoodiens du style Terminator, les robots, c'est la fin du monde. Non, absolument pas, effectivement. Et je pense que, y compris pour les emplois, je pense que l'avènement de la robotisation, ça incite les entreprises à employer des personnes qui du coup sont plus qualifiées pour pouvoir gérer elles-mêmes la technologie. Et je peux parler de mon secteur d'activité historique qui est celui de l'outsourcing. Oui, effectivement, il y a des jobs qui disparaissent dans l'outsourcing, notamment pour tout ce qui est chat. Il y a quelques années, à Bucarest, on avait des centaines et des centaines de collaborateurs chez TELUS qui chattaient avec des clients. Aujourd'hui, ils ont été remplacés par des chatbots. Avec l'avantage que quand on pose une question au chatbot, la réponse, elle est instantanée. Avec l'avantage que, évidemment, ça présente une énorme économie pour l'entreprise parce qu'elle a payé un chatbot plutôt qu'avoir des armées de dizaines, de centaines de téléopérateurs qui font des conversations sur chat. Cela étant dit, il y a certaines marques internationales pour qui le service client, c'est de l'humain à de l'humain, et qui jamais ne remplaceront l'humain par des robots. Il y a des secteurs d'activité qui sont sensibles, pour qui l'humain, c'est extrêmement important. Voilà, et ces fameuses chatbots dont je parlais tout à l'heure, il faut derrière des équipes pour les faire tourner, il faut derrière des équipes aussi pour s'assurer de faire évoluer ces chatbots pour toujours plus de vitesse, pour toujours plus d'efficacité. Donc moi, ça ne me fait pas du tout peur. Mais ça oblige effectivement les entreprises à se réinventer. Mais c'est une très bonne chose parce qu'en fait, les jobs les plus pénibles, les jobs les plus difficiles ont tendance à disparaître pour laisser place effectivement à des jobs à plus forte valeur ajoutée pour lesquels on a besoin de personnel beaucoup plus formé et donc du coup mieux rémunéré. Donc au final, je pense que ça améliore non seulement effectivement les finances des entreprises, mais aussi et surtout celles des collaborateurs. Jolie concluzion. Adriana, Gregoar, vă mulțumesc că ați fost cu mine în studioul RFI România. Dragi ascultători, i-ați auzit pe Gregoar Vigru, care a adus FrenchTech în România, și pe Adriana Record, directoare executivă a Camerei de Comerț și de Industrie franceză în România. Datorită lor, România contează astăzi pe harta internațională a FrenchTech. Mai multe despre acest proiect puteți afla la adresa lafrenchtech, într-un singur cuvânt.com, lafrenchtech.com. Iar despre Camera de Comerț și Industrie franceză puteți afla mai multe la adresa ccifer.ro. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale.